Alors bonsoir à tous et à toutes. Nous allons donc reprendre cette dernière séance du cycle sur la monnaie, la dette et les crises. Et dans cette dernière séance, eh bien, je vais reprendre directement là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire à la question des contestations monétaires, de l'ouverture du champ de la réflexion sur la monnaie qu'a entraîné la crise de 2008 et toutes les conséquences qu'il y a eu sur les politiques monétaires. Donc pour faire un petit rappel, jusqu'à 2008, les politiques monétaires étaient dites monétaristes. Alors ça, on a vu le monétarisme dans la deuxième session. C'est une doctrine qui repose sur l'idée qu'il faut dépolitiser la gestion de la monnaie. C'est-à-dire c'est une doctrine qui nous dit que la Banque centrale doit être indépendante du pouvoir politique, elle doit être concentrée sur la question de la stabilité des prix, et c'est ça qui d'ailleurs détermine le mandat de la Banque centrale européenne, mais également aussi en grande partie le mandat de la Réserve fédérale et de toutes les grandes banques centrales, c'est-à-dire qu'elles ont un objectif de limiter la hausse des prix, de limiter l'inflation. Et on a fait cette doctrine monétariste, elle s'est construite dans les années 70, au moment où de fait l'inflation avait dérapé. On était passé à des taux d'inflation supérieurs à 10% dans la plupart des pays développés. Et les monétaristes disaient cette inflation, elle est due à des causes monétaires, c'est-à-dire qu'elle est due à une expansion monétaire trop importante qui a entraîné un surcroît de monnaie par rapport à la richesse achetable et qui a donc fait augmenter les prix. C'est ce qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie. Alors cette théorie monétariste, elle a été, j'en ai déjà un peu parlé, donc elle a été mise en œuvre dans les années 80 et elle est devenue dominante jusqu'à 2008. Et là aussi, donc c'est une autre séance qu'on a vue. On a vu dans ces séances qui ont succédé que la crise de 2008, c'était une crise systémique, une crise qui menaçait de faire s'effondrer l'ensemble du système bancaire américain et mondial. Et pour faire face à cette crise, eh bien, les banques centrales ont dû sortir de leur dogme monétariste et d'une part baisser fortement les taux d'intérêt pour aider les banques et diminuer le coût de l'argent pour les banques, accompagner la reprise, qu'elles ont dû également racheter, c'est le cas de la Réserve fédérale américaine, elle a dû racheter des titres risqués qui n'avaient plus de valeur pour leur redonner un prix, et elle a dû ensuite, dans un deuxième temps, à partir du début 2009, racheter des obligations publiques pour faire baisser les taux d'intérêt longs. Souvenez-vous, si on veut qu'il y ait une reprise économique, il faut qu'il y ait des taux d'intérêt faibles pour que les agents économiques comme les entreprises et les ménages puissent facilement emprunter, puisqu'on sait que l'emprunt, c'est le moteur de la consommation et de l'investissement des entreprises. En même temps, en rachetant des obligations publiques, on aide aussi l'État à se refinancer, à se financer, puisque ce qui était au cœur du débat aux États-Unis en 2009, c'était le plan Obama, qui visait quand même à injecter 787 milliards de dollars dans l'économie américaine, et aussi à sauver General Motors, qui était à l'époque quasiment en faillite. Donc il y a eu ces dépenses publiques pour résoudre la crise qu'a accompagné la Réserve fédérale, et très vite les autres banques centrales se sont mises à mener ces mêmes politiques. Alors ces politiques de rachat des obligations publiques, qui sont des politiques en quelque sorte de manipulation des marchés financiers pour faire baisser les taux d'intérêt, eh bien se sont étendues à la Banque d'Angleterre, puis dans un deuxième temps à la Banque centrale européenne, qui n'a pas trouvé d'autres moyens pour résoudre la crise de l'euro des années 2011-2015. Puisque vous vous souvenez qu'en Europe, on a une crise spécifique qui nous a touchés, qui est le fait qu'un certain nombre de pays n'ont plus pu se financer auprès des marchés financiers en raison des taux d'intérêt trop importants et du fait que leurs obligations publiques, plus personne n'en voulait. Et donc, qu'est-ce qu'a fait la Banque centrale européenne ? Elle a racheté ces obligations publiques, de la Grèce, etc. Et puis elle a, en fait, comme elle ne peut pas mener des politiques différentes selon les pays, eh bien, elle a commencé à racheter les obligations publiques de tous les pays. Ces nouvelles politiques monétaires ont fait réfléchir les économistes. Ils se sont dit, finalement, la Banque centrale fait des choses qu'elle n'est pas censée faire, mais le monde ne s'écroule pas. Il n'y a pas d'inflation. Parce qu'à l'époque, jusqu'en 2021, il y avait une inflation très faible. Et donc pendant 12 ans, 13 ans, entre 2008 et 2021, eh bien, on a mené des politiques dites de quantitative easing, donc de rachat d'actifs par les banques centrales, qui n'a pas eu d'effet
sur le niveau d'inflation, contrairement à ce que postulait la théorie monétariste. Alors on sait pourquoi ça n'a pas eu d'effet, et ça aussi j'en ai parlé, c'est parce que le quantitative easing ne constitue pas en soi de la création monétaire. Hein, souvenez-vous, ça ne fait que circuler, que transformer des actifs financiers détenus par les banques en liquidités détenues par les banques. Ça ne rajoute pas de la monnaie aux agents économiques réels, donc il n'y a pas davantage d'argent à dépenser. Par contre, ce que ça permet de faire, ça permet d'inciter les agents à emprunter. Mais on n'a pas eu non plus d'explosion des emprunts à ce moment-là. On n'a même pas eu d'explosion du marché immobilier, comme j'ai essayé de vous le montrer la semaine dernière. Et donc, en fin de compte, l'objectif, c'était d'éviter la dépression, d'éviter l'effondrement du crédit bancaire et l'effondrement de l'activité économique, mais il n'y a pas eu d'effet de spéculation, d'augmentation des dettes, malgré le très faible niveau des taux d'intérêt. Et ça aussi, c'est un particulier parce que ça ne correspond pas à la théorie économique. Normalement, quand les taux d'intérêt deviennent très très faibles, voire négatifs, hein, puisque on rappelle que le taux d'intérêt négatif, c'est lorsque le taux d'intérêt nominal est inférieur au taux d'inflation. C'est-à-dire qu'on va payer un intérêt contractuel qui est de 2%, par exemple, mais si l'inflation est à 3%, eh bien c'est comme si le taux d'intérêt réel était négatif. Eh bien malgré les taux d'intérêt réels qui étaient négatifs, hein, jusqu'à récemment, et même qu'ils le sont encore, j'y reviendrai, eh bien il n'y a pas eu d'explosion de l'emprunt. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que quand l'argent est gratuit, pourquoi les gens n'empruntent pas tous ? Parce qu'il y a des raisons aussi pour lesquelles on ne peut pas emprunter. Parce que de toute façon, même si on emprunte à taux négatif, il faut quand même rembourser son emprunt. Il faut avoir des projets d'investissement ou des projets d'achat. Or, en situation d'incertitude économique, les gens n'ont pas forcément envie d'emprunter. Et souvenez-vous, c'est aussi un truc que j'ai dit, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, ce n'est pas la banque qui crée la monnaie, c'est le crédit bancaire. Et dire cela, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Bien sûr, s'il n'y a pas de banque qui prête, il n'y a pas de crédit bancaire, donc il n'y a pas de création monétaire. Mais s'il n'y a pas d'agents économiques qui empruntent, eh bien, il n'y a pas plus de crédit bancaire. La création monétaire se fait toujours dans cette relation entre la banque et ses clients qui empruntent. Et ce qui s'est passé après 2008-2009, c'est que malgré la très forte baisse des taux d'intérêt, il n'y a pas eu une très forte hausse des envies d'emprunter de la part des agents économiques. Et donc, la baisse des taux n'a pas eu d'effet réel sur l'explosion de la création monétaire et du crédit. Et ça aussi, quand on regarde les chiffres de la dette globale aux États-Unis par rapport au PIB, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire, on essaie de comparer le niveau de dette, le PIB, ça correspond à l'ensemble des revenus. Donc, pour avoir une idée de la soutenabilité d'une dette, on compare le niveau de dette, le stock de dette, avec les revenus moyens de l'économie. Et les revenus moyens de l'économie, c'est le PIB. Et donc, quand on regarde l'endettement par rapport au PIB aux États-Unis, on voit qu'il a atteint un pic en 2006-2007, au moment de la crise, qu'après il a un peu baissé, donc il était, à l'époque c'était 3,6 fois le PIB, et ensuite il a un peu baissé, puis il est resté constant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation globale de l'endettement, même si les États, eux, se sont plus endettés, il y a eu des agents qui ont baissé leur endettement, ce qui fait que tout ça s'est compensé. Parce que bien sûr, je ne dis pas que l'État n'a pas plus de dette aujourd'hui qu'en 2008. Bien sûr que tous les États ont augmenté leur dette. Et quand il y a eu la crise du Covid, la dette publique a encore augmenté partout. Et c'est normal, l'État s'est substitué aux agents économiques pour éviter que l'économie s'effondre. Mais cette hausse de la dette publique depuis 2008, qui est manifeste dans tous les pays développés, a compensé une baisse de l'endettement d'autres agents économiques, notamment le secteur financier, qui a dû réduire son niveau d'endettement parce que la crise financière a conduit à changer un peu quelques pratiques quand même. Et en finale, le niveau d'endettement global, il n'a pas vraiment baissé, il n'a pas vraiment augmenté, malgré les taux d'intérêt très faibles. Ok, donc ça c'est un peu un rappel de ce qu'on a vu auparavant. Cette réflexion sur les nouvelles politiques monétaires et le fait que la Banque centrale européenne tout d'un coup est devenu un agent très puissant qui a commencé à faire plein de choses que normalement les banques centrales n'étaient pas censées faire, a conduit certains économistes à proposer de nouvelles théories monétaires. Et alors ces nouvelles théories, on les a un peu vues l'année dernière. Alors d'abord, il y a tous ceux qui voulaient que les banques centrales reviennent à leur théorie d'avant, c'est-à-dire tous les monétaristes un peu frustrés
qui disent « Regardez, si vous continuez à faire du quantitative easing, ça va faire exploser la spéculation, c'est de la manipulation de la monnaie, c'est mauvais, ça va créer de l'inflation ». Bon, on a eu évidemment beaucoup de Cassandres qui ont expliqué, beaucoup sur les réseaux sociaux et ailleurs, que ces politiques de quantitative easing, ces politiques dites non conventionnelles, allaient forcément engendrer une catastrophe. Mais ils ont dit ça en 2009-2010, mais la catastrophe n'est pas venue, ils ont continué de dire ça en 2012, etc. Puis au bout d'un moment, la catastrophe n'est jamais venue, l'inflation n'est jamais venue. Alors après, il y a eu de l'inflation en 2021, ils ont dit « Regardez, je vous l'avais dit ». Mais on comprend que l'inflation de 2021-2022 peut difficilement être la cause directe d'une politique commencée en 2008-2009, et qui s'est prolongée évidemment pendant tout le temps. Donc nous verrons d'ailleurs, il y a encore des questions sur les causes de cette inflation, on va voir ça tout à l'heure. Deuxième théorie qui a commencé à émerger du fait de cette ouverture en quelque sorte, finalement l'abandon de la doctrine monétariste a entraîné de nouvelles doctrines à apparaître, puisque finalement il faut bien trouver d'autres choses. Et donc deuxième approche sont ceux qui ont dit annulons les dettes, les dettes détenues par les banques centrales, réinjectons de la monnaie dans le système pour financer la transition écologique. Alors ça aussi, je vous ai dit ce que j'en pensais, je pense que c'est une théorie qui reste, qui pose question, parce que l'annulation des dettes, c'est pas si simple, et puis que la création de nouvelles dettes, de nouvelles monnaies par la Banque centrale, c'est aussi une opération qui est, à mon avis, pas très pertinente, parce que, comme je l'ai dit, la Banque centrale ne crée pas de monnaie, en fait. Et donc il faut toujours qu'il y ait des gens qui ont des investissements. Et puis par ailleurs, la question qui se posait, c'est est-ce que la Banque centrale peut être un agent budgétaire, c'est-à-dire quelqu'un qui, alors qu'il n'est pas responsable devant les représentants du peuple, peut décider comme ça de financer certains investissements et pas d'autres. Ça pose des problèmes démocratiques. Troisième approche critique, ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie, la monnaie hélicoptère. L'idée que la Banque centrale pourrait maintenant directement, alors c'est un peu lié à la première, mais cette fois-ci directement proposer, donner de l'argent aux ménages, aux entreprises et à l'État. Alors là aussi, je vous ai dit que ça posait aussi le même problème que la précédente, c'est-à-dire de faire de la Banque centrale un agent qui va faire plus que simplement garantir la valeur de la monnaie et organiser le système bancaire, mais qui va aller jusqu'à donner de l'argent à des gens. Mais là, du coup, se pose la question de à qui on donne, combien on donne, qui décide de donner. Si c'est la Banque centrale qui le fait souverainement, ça pose quand même des questions démocratiques. Et puis finalement, est-ce bien nécessaire? D'ailleurs, c'est la même question pour la deuxième théorie. Maintenant, je voudrais terminer donc ce panorama des grandes théories hétérodoxes par la théorie monétaire moderne, qu'on appelle en français également MMT, mais MMT c'est l'acronyme de l'anglais Modern Monetary Policy. Donc on devrait dire TMM en français, mais bon, les gens disent MMT. Alors c'est une théorie qui est très intéressante, qui n'est en fait pas très nouvelle, qui existe depuis le début du XXe siècle, en réalité qui existe depuis Keynes et depuis Abba Lerner, qui sont des économistes du XXe siècle, qui ont essayé de comprendre la théorie de la monnaie, la théorie monétaire, sous un angle différent. Alors, l'angle choisi, c'est celui qui consiste à dire, en fait, la monnaie n'est qu'une convention sociale. Si elle n'est pas rattachée à l'or, à un objet extérieur, et si elle est endogène, c'est-à-dire qu'elle est produite par la société elle-même, alors on ne peut pas tomber en manque de monnaie. Et j'ai envie de dire, c'est un peu l'évidence. Et donc, s'il y a des gens qui n'ont pas assez de monnaie, c'est pas qu'ils n'ont pas assez de monnaie. Parce qu'on peut tout à fait, en quelque sorte, imprimer de la monnaie nouvelle et puis donner de la monnaie à tout le monde. Qu'est-ce qui empêche, finalement, un État d'émettre autant de monnaie qu'il souhaite jusqu'à ce qu'il comble ses besoins? Vous voyez, cette question, finalement, c'est au départ une question philosophique et puis ça devient assez vite une question pratique. Si la monnaie n'est pas rattachée à l'or, alors on est totalement libre d'en faire ce qu'on veut. Alors évidemment, pourquoi je dis ça? Parce que si elle est rattachée à l'or, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Parce qu'une monnaie rattachée à l'or, c'est une monnaie qui est convertible en or, ou en argent, ou n'importe quel métal précieux. Si elle est convertible, ça veut dire que quand on émet de la monnaie, à tout moment, la personne qui détient le billet de banque doit pouvoir
a le droit, ou qui a un compte en monnaie dans une banque, a le droit de la transférer, de la convertir en or, cette monnaie qu'il détient. Et donc si on permet aux gens de convertir leur monnaie en or, alors il faut qu'on ait des stocks d'or. Et donc on est limité dans sa capacité de créer de la monnaie par les stocks d'or qu'on possède. Et il faut savoir quand même que la monnaie a très longtemps été convertible en or. Le principe de l'étalon or s'est imposé au XIXe siècle dans tous les pays développés. Même après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on avait un système d'étalon or à deux niveaux où le dollar était convertible en or, et c'était vrai jusqu'en 1971, et les monnaies européennes, par exemple, étaient convertibles en dollars. Donc, indirectement, elles étaient convertibles en or également. Et donc, jusqu'en 1971, jusqu'à ce que Nixon suspende et arrête définitivement la convertibilité du dollar en or, eh bien, les pays occidentaux, capitalistes, n'étaient pas libres de faire ce qu'ils voulaient avec leur monnaie, puisqu'il y avait toujours ce rattachement à l'or qui leur empêchait de créer autant de monnaie qu'ils voulaient. Donc ils devaient avoir un système bancaire qui reposait sur des réserves, soit en or directement, soit on dit en devise, c'est-à-dire en monnaie convertible en or. Ça a été le cas jusqu'en 1971. Mais à partir du moment où il n'y a plus cette obligation d'assurer la conversion de la monnaie en or, alors on est libre d'émettre autant de monnaie qu'on veut. C'est cette question-là qui est la base de la théorie moderne de la monnaie. Et donc si on pousse cette logique jusqu'au bout, eh bien, on doit admettre que l'État ne peut pas avoir de problème de financement, puisqu'il peut toujours se financer par la création monétaire. Alors, cette thèse, elle a été exprimée par de nombreux économistes depuis très longtemps. Ce n'est pas une théorie nouvelle au sens strict, puisque en fait, c'est juste une définition de la monnaie qui est à peu près reconnue. C'est plutôt une doctrine différente, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on contrôle la puissance de création monétaire, est-ce qu'on ne peut pas faire un peu plus ce qu'on veut. Et donc cette théorie, qui n'est pas une théorie, qui est une doctrine, qui est plutôt précisément qui est plutôt un regard spécifique porté sur la monnaie par les économistes, eh bien, elle a été exprimée très clairement, il n'y a pas très longtemps, dans un livre, et c'est ce livre-là qui est pour moi la référence, même s'il y a beaucoup d'autres ouvrages, mais bon, je n'ai pas tout lu, j'ai lu celui-là, il est récent et il parle très clairement de cette théorie. C'est l'ouvrage de Stephanie Kelton, publié en français en 2021, vous voyez c'est très récent, sous le titre « Le mythe du déficit » chez Les Liens qui libèrent. Alors c'est un livre qui est accessible au grand public, qui n'est pas un livre très compliqué, qui est aussi fait pour les économistes, puisque les économistes l'ont lu, et il explique exactement ça. C'est-à-dire qu'il dit que si la monnaie n'est pas convertible en or, et si l'État est souverain monétairement, alors il ne peut y avoir aucun problème de financement de l'État. Et c'est la raison pour laquelle le livre s'intitule « Le mythe du déficit ». Le mythe du déficit, ça veut dire qu'il n'y a jamais de déficit, en fait. Cette histoire de déficit est une construction théorique, idéologique. Tout État, souverain monétairement, peut se financer autant qu'il le souhaite. Alors évidemment, quand on dit les choses comme ça, évidemment, ça surprend, parce que, en fait, ce que dit Stephanie Kelton, mais que disent aussi les économistes, c'est quand on réfléchit à partir de l'État, quand on réfléchit à l'État, aux finances publiques, à partir d'une représentation qui est l'entreprise, le ménage, eh bien on se trompe complètement. L'État n'est pas un ménage, n'est pas une entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il crée la monnaie. Et donc comme il crée la monnaie au sens... là aussi c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a dit que la monnaie est créée dans le cadre du crédit bancaire, etc. Mais il a un pouvoir de décider de sa propre monnaie, et donc il ne peut pas tomber à court de financement, puisqu'il contrôle la banque centrale qui émet la monnaie, et qui elle-même contrôle indirectement, bien sûr, la création monétaire. On a dit aussi que la Banque centrale ne crée pas de monnaie parce que la Banque centrale ne prête pas directement aux agents économiques. Mais ça n'a pas toujours été le cas. On a eu des moments dans l'histoire où les banques centrales prêtaient aux États directement. Et donc dans ce cas-là, elles prêtaient directement à la monnaie. Parce que quand la Banque centrale prête de la monnaie, fait un crédit à l'État, comme elle est un produit de l'État, c'est comme si l'État se prêtait à lui-même.
Et donc, quelque part, eh bien, là, on a bien un processus de création monétaire totalement autonome que l'État peut tout à fait faire. Alors aujourd'hui, c'est interdit, les banques centrales ne peuvent pas prêter aux États, mais ça a déjà été autorisé, et c'est tout à fait possible d'envisager que l'État crée sa propre monnaie, en se prêtant à lui-même en quelque sorte. Alors, si on dit les choses comme ça, alors plein de questions se posent. La première question, c'est, dans ce cas-là, pourquoi avons-nous une fiscalité? Pourquoi payons-nous des impôts? Pourquoi payons-nous des impôts alors qu'il suffirait de créer de la nouvelle monnaie pour financer toutes nos dépenses? Ah, mais là, Stéphanie Keller nous dit, mais attention, parce que même s'il n'existe pas de limite financière aux dépenses publiques, il existe une contrainte réelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la contrainte réelle? Vous comprenez bien que quand vous voulez payer quelque chose, vous êtes l'État, vous voulez payer quelque chose. Cette chose, ça veut dire, vous payez des salaires, par exemple, et vous achetez des choses à des entreprises. Vous payez en créant de la monnaie. Eh bien, vous pouvez créer autant que vous voulez, mais le fait que ce que vous avez payé, c'est des ressources réelles que vous accaparez et qui, du coup, ne seront pas utilisables dans le reste de l'activité économique. Autrement dit, l'État, simplifions les choses, disons que l'État produit des services non marchands. C'est essentiellement ça qu'il fait. Par exemple, vous n'avez pas payé pour venir à cette conférence, et c'est très bien, mais moi j'ai été payé pour la faire. Ça veut dire que l'État m'a embauché, il m'a donné de l'argent, mais il n'a pas pris l'argent dans vos poches, il l'a pris dans les poches du contribuable. Alors, si on avait un système sans contribuable, alors on dirait, très bien, l'État crée de la monnaie et il me paye, et vous, vous venez à un service gratuit. Génial. Sauf que, moi, du coup, j'ai consacré du temps, et on a consacré des ressources pour faire cette conférence. Il faut quand même payer l'électricité, il faut quand même payer mon temps, il faut quand même, en quelque sorte, le paiement implique une utilisation des ressources qui sont disponibles dans l'économie. Si vous embauchez des gens, ces gens ne pourront pas faire autre chose. Donc d'une manière ou d'une autre, le fait que vous détourniez des ressources réelles, c'est-à-dire des heures de travail, des ressources énergétiques ou matérielles, au profit de la sphère non marchande, fait que ces ressources ne seront plus disponibles au profit de la sphère marchande. Alors mettons maintenant que vous n'avez pas de fiscalité et que vous organisez l'expansion de la sphère non marchande en finançant par l'État le développement d'activités non marchandes. De fait, vous allez raréfier les ressources du secteur marchand, c'est ça la contrainte. Et si les gens ils ont toujours autant d'argent qu'avant, et qu'il y a moins de produits marchands qui sont proposés, alors que va-t-il se passer? Eh bien, il va y avoir soit des pénuries, soit, dans un système marchand classique, de l'inflation. Et donc l'inflation va payer. C'est comme la fiscalité en quelque sorte. Ça va payer le fait que vous avez extrait des ressources de la sphère marchande vers la sphère non marchande, en diminuant ce qui est disponible pour les gens qui veulent acheter de l'argent. Et donc, si vous créez toujours davantage de monnaie dans l'économie, mais que vous n'augmentez pas dans la même proportion les ressources de la sphère marchande, eh bien la sphère marchande, elle va se retrouver contrainte et elle ne pourra plus produire ce que les gens attendent et donc ça va faire augmenter les prix. Donc Stéphanie Kelton nous dit, en fait, la fiscalité, ça ne sert pas à financer l'État, ça sert à éviter l'inflation. Ça sert à organiser l'appauvrissement des gens pour que la sphère marchande se réduisant, eh bien, les revenus des gens se réduisent de manière symétrique. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de problème d'inflation. Bon, alors du coup, il faut quand même de la fiscalité. En fait, ce qui est intéressant dans la vision de la MMT, c'est que ça dit des choses tout à fait classiques, mais d'une autre manière. En fait, on change de logique, mais on ne change pas les fondamentaux. Mais vous allez voir, ça va changer des choses très précises. J'y reviendrai. Bon, alors la fiscalité, ça sert donc en fait à quoi? À appauvrir les gens pour éviter l'inflation. Voilà, du point de vue de la MMT, c'est ça que ça veut dire. Plus on va augmenter les dépenses publiques, plus il faudra appauvrir les gens. Donc on a bien ici une symétrie entre la fiscalité et les dépenses publiques. Donc en fait, on retombe exactement sur nos pattes, vous voyez ce que je veux dire? Mais pas de la même façon. Vous allez voir, ça va avoir son importance après. Parce qu'il y a quand même des choses intéressantes que dit la MMT.
Alors pourquoi la fiscalité peut être nécessaire? Pour deux autres raisons. Et cette fois-ci, ils sont plus faciles à comprendre, donc je vais aller vite. La première raison, c'est réduire les inégalités. Parce que vous savez que la fiscalité ne touche pas de la même façon les gens. Alors d'ailleurs, en France, on a un système fiscal qui n'est pas très progressif. Parce que l'impôt sur les revenus, il est faible dans la fiscalité. L'essentiel de la fiscalité, c'est la TVA, par exemple, ou les cotisations sociales, si on prend une fiscalité au sens large. Et ça, c'est proportionnel aux revenus. C'est pas, même parfois, voilà, ça paye. C'est plus, les gens qui consomment plus payent plus en proportion de leurs revenus. Bon, mais on peut tout à fait envisager que la fiscalité ait un but de progressivité et un but, quelque part, de rétablir l'équilibre. Et donc la fiscalité, c'est aussi utile pour ça. Ça permet de compenser, de réduire les inégalités. Deuxième théorie raison pour laquelle il faut fiscalité. Troisième raison, c'est un mécanisme incitatif. Vous pouvez augmenter la fiscalité sur le tabac et l'alcool, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, de manière à ce que les gens fument moins et boivent moins, et puis en même temps, il y a des produits de première nécessité où vous allez avoir des fiscalités plus faibles. Vous pouvez même avoir des subventions pour certaines productions utiles, et puis des taxes très élevées pour d'autres productions inutiles. Donc la fiscalité, en quelque sorte, c'est nécessaire d'un point de vue macroéconomique pour réduire les dépenses des gens, pour éviter l'inflation. C'est aussi utile pour réduire les inégalités. Et puis enfin, c'est utile pour inciter les comportements des gens avec la fiscalité. On fait plein de choses, on fait des crédits d'impôt pour rénover vos maisons, des choses comme ça. Alors, voilà, donc ça c'est la théorie. Et alors du coup, la conclusion qu'on en tire, c'est quoi? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, la limite des dépenses publiques n'est pas financière, elle est réelle. Et on va voir un indicateur qui va nous permettre de comprendre quand on arrive à la limite de la dépense publique. Et cet indicateur, c'est l'inflation. Quand vous arrivez à de l'inflation, c'est que vous avez trop prélevé sur les ressources de la sphère marchande. Alors dans ce cas-là, vous avez deux solutions. Soit vous augmentez la fiscalité, ça va faire baisser le revenu des ménages et donc ça va faire diminuer leur consommation, donc ça va faire baisser l'inflation. Soit vous diminuez les dépenses publiques. Et ça redonnera des ressources à la sphère privée qui pourra répondre à la demande des agents. Donc vous voyez, on a aussi cette politique d'austérité possible dans la MMT. L'austérité étant ici une baisse des dépenses publiques pour augmenter les revenus des ménages. Excusez-moi, oui, c'est ça. Une baisse de la dépense publique pour augmenter les ressources disponibles à la sphère marchande et permettre, du coup, à la sphère marchande de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande. Parce que c'est ça l'inflation, c'est quand l'offre est insuffisante par rapport à la demande. Mais cette réflexion, cette manière de voir les choses, ouvre donc une opportunité. L'opportunité, c'est laquelle? Eh bien, c'est ce qui se passe quand l'inflation est faible et quand le taux de chômage est élevé. Et ce n'est pas pour rien que cette MMT, elle était très populaire à la fin des années 2010. Parce que l'inflation, dans tous les pays occidentaux, était devenue très faible, quasiment zéro. Et en même temps, le chômage, lui, il n'était pas très faible. Alors, que signifie une situation dans laquelle on a une inflation très faible et un taux de chômage élevé? Eh bien, ça signifie qu'il y a des ressources disponibles dans l'économie réelle qui ne sont pas utilisées. La sphère marchande n'a pas besoin de travailleurs, elle a suffisamment embauché de travailleurs. La sphère... et en plus, il y a suffisamment de production pour toute la demande qu'il y a. Il n'y a pas besoin d'augmenter la production. C'est la raison pour laquelle l'inflation est faible. En gros, les entreprises cherchent des consommateurs, elles n'en trouvent pas. Donc là, on est dans une situation que la MMT va nous dire la chose suivante. Eh bien, dans ce cas, si vous avez un chômage élevé et une inflation quasiment égale à zéro, il faut donc, ça veut dire qu'il y a des ressources qui ne sont pas utilisées, il faut donc que l'État commence à dépenser de l'argent. Et il n'y aura pas de risque qu'il y ait un problème inflationniste, en tout cas dans les médias. Donc augmenter les dépenses publiques sans, évidemment, et cette fois-ci, augmenter la fiscalité. Parce qu'il y a des ressources non utilisées. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est là que Stéphanie Kelton et les théoriciens de la MMT disent, eh bien, il faut créer des emplois publics. Et elle propose donc de créer ce qu'elle appelle la garantie fédérale de l'emploi. Tant qu'il y a des chômeurs qui sont prêts à travailler, il faut les embaucher. Surtout s'il n'y a pas d'inflation. Et alors, qu'est-ce qu'on va leur faire faire à ces gens? Eh bien, on va leur apporter un emploi, payé au SMIC,
qui pourrait être utile, parce qu'en fait, il y a plein de besoins non satisfaits dans la société, notamment dans ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire les emplois d'accompagnement, les emplois de santé, des secteurs de la santé, les emplois sociaux. Et il y a plein de gens qui sont prêts à faire ça. Par exemple, l'aide aux personnes âgées, des personnes qui pourraient travailler à l'hôpital, pas des personnels forcément qualifiés, parce que les chômeurs ne sont pas tous qualifiés, mais on peut trouver des aides-soignants, qui sont des métiers qualifiés. Hein, je dis ça parce que comme je suis enregistré et peut-être vu par des aides-soignants, si je dis que ce n'est pas qualifié, ils ne vont pas être contents, mais on peut donner une qualification suffisante pour accompagner, aider les personnels hospitaliers plus expérimentés ou plus qualifiés. Et puis on peut faire plein de travail d'accompagnement des jeunes, de travaux sociaux. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le care, c'est des emplois dits relationnels, qui sont dans la relation avec l'autre. Et ça, les besoins sont immenses. Je veux dire, on n'a jamais assez besoin d'emplois relationnels dans une société. Et ça peut donner du travail aux gens. Et comme c'est des gens qui, de toute façon, sont au chômage, ça veut dire que le secteur marchand ne leur trouve pas d'utilité. Alors plutôt que de leur payer des indemnités chômage et de les laisser chez eux sans rien faire, eh bien c'est beaucoup plus intéressant de les recruter. Alors comment on finance ça? On ne finance pas ça. En fait, on finance par la création monétaire, par la dépense publique, qui s'autofinance de fait, par le mécanisme que décrit la MMT. Et donc en fait, cette théorie, elle vise à refaire de l'État un acteur de la régulation réelle, en embauchant des gens qui sont au chômage quand il y a du chômage qui apparaît, et éventuellement, alors c'est ça qui est nécessaire pour boucler le système, c'est quand tout d'un coup le secteur marchand a besoin de nouveaux travailleurs. Et bien là, il va falloir quand même que l'État diminue ses emplois qu'il a créés pour éviter justement que l'inflation apparaisse dans le secteur marchand. Et donc l'État ferait en sorte qu'il n'y ait jamais de chômage dans l'économie, puisqu'il embauchera les chômeurs quand ils arriveront, quand il y aura des chômeurs, et puis quand il y aura des besoins de créer des emplois dans le secteur marchand, eh bien il va devoir pouvoir licencier des gens et puis redonner des ressources au secteur marchand. En quelque sorte, il va réguler d'un point de vue macroéconomique le besoin d'emploi entre les deux sphères, marchandes et non marchandes. Alors, comme le dit Stephanie Kelton, tant que la monnaie elle-même peut être émise de la même façon que les obligations publiques peuvent être émises, elle dit que c'est comme une obligation sans intérêt. Il n'y aurait même pas de problème pour financer ces déficits extérieurs, nous dit-elle, parce que quand on est souverain monétairement, quand on a un pays qui peut créer sa propre monnaie, tant que les autres pays continuent de vouloir acheter notre monnaie, eh bien, on n'a pas à s'occuper d'une limite à l'émission et à la création de nouvelles monnaies. Alors, c'est là qu'on arrive quand même à quelques critiques, à la fois sur le mécanisme de la garantie fédérale de l'emploi. Donc elle parle des États-Unis essentiellement, c'est pour ça que je parle garantie fédérale de l'emploi, parce que c'est au niveau de l'État fédéral que s'organiserait cette chose-là. Alors la première limite, c'est pas si facile de mettre des gens au travail. Il faut des compétences, il faut une appétence aussi pour le travail. Alors bien sûr, l'idée n'est pas d'obliger les chômeurs à trouver du travail, c'est de proposer un travail à tout chômeur. Mais si les gens ne veulent pas travailler, on ne va pas les obliger. Par contre, évidemment, ils ne gagneront pas le SMIC. Ils gagneront leurs allocations chômage, et puis s'ils sont en fin de droit, ils ne gagneront plus rien. Le problème, c'est que l'adéquation des besoins d'une société ne sont pas toujours ceux que les chômeurs veulent faire. Si on dit qu'il y a des emplois dans les hôpitaux pour accompagner les aides-soignants ou dans les emplois qui vont faire de l'aide aux devoirs aux enfants ou je ne sais quoi, bon, et si les chômeurs ne veulent pas faire ça, s'ils n'ont pas les compétences ou même l'appétence, en fait on ne pourrait peut-être pas les embaucher. Et puis, il y a une question de formation derrière, évidemment. Il y a toujours un minimum de formation. S'ils ne veulent pas se faire former, on ne peut pas les embaucher non plus. On ne peut pas mettre n'importe qui dans un hôpital, par exemple, ou auprès d'enfants, ou dans n'importe quel emploi relationnel, ou auprès de personnes âgées, parce qu'il y a aussi beaucoup d'emplois du CARE qui sont dans les personnes âgées. Donc là, il y a l'idée un peu mécanique
qu'on peut toujours trouver la personne qu'il faut pour l'emploi dont on a besoin, ça marche en théorie sur le papier, ça ne marche pas toujours en réalité. Alors ça, c'est la première critique. Une deuxième critique, qui est un peu liée à la première, j'ai dit, quand il y a des besoins d'emploi dans la sphère marchande, il faut que l'État licencie les personnels qu'il a recrutés. Et alors là, ça pose deux problèmes. D'abord, ces gens qui finalement font de l'accompagnement des personnes âgées et trouver ça très bien, on va leur dire maintenant vous allez être ouvrier chez Renault ou dans une entreprise automobile, ou vous allez faire de la logistique chez Amazon. Peut-être que cette personne ne sera pas du tout contente de partir. Alors comment on fait? Et puis alors l'autre problème, c'est la personne âgée qui était accompagnée. Du coup, on lui enlève l'accompagnant. Alors là, se trouve un problème qui n'est jamais posé par la MMT, c'est que si on fait de l'emploi public une variable d'ajustement, on va dire, des besoins de la sphère marchande, bien sûr qu'il y en a des chômeurs, c'est facile de recruter. Encore que ce n'est pas si facile que ça, comme je l'ai dit. Mais au moins, on peut l'imaginer. Mais alors, l'opération inverse, quand il y a des besoins d'emploi dans le secteur privé, alors il faut qu'on licencie des gens, surtout si c'est des emplois du care, c'est-à-dire des emplois qui sont là pour aider à accompagner d'autres personnes, eh bien je ne vois pas comment on va pouvoir s'en passer de ces gens-là en fait. Une fois qu'on a créé le besoin et qu'on a créé la fonction, et ça on le voit tout le temps. Et puis alors, aussi bien chez la personne qui devra changer d'emploi que chez l'aide qu'elle a portée, et bien qui n'existera plus, ça pose énormément de problèmes. Et ça aussi, c'est pas toujours vu par les partisans de la garantie de l'emploi. C'est garantie publique d'emploi. On appelle ça aussi parfois l'État employeur en dernier ressort. C'est pas mal aussi. L'État, il emploie quand personne ne trouve du travail. Alors ça marche très bien quand on a du chômage, mais quand on n'a plus de chômage, et c'est le but, alors c'est ça le paradoxe, c'est que le but c'est de supprimer le chômage. Mais une fois que vous n'avez plus de chômage, alors si le secteur privé marchand veut se développer, il n'a plus personne à recruter, puisque l'État a tout recruté. Mais alors comment on fait? C'est là d'ailleurs qu'on voit que le système capitaliste, il a besoin de chômeurs. On ne le dit pas assez. Mais en réalité, le chômage, c'est la fonction naturelle du capitalisme. C'est parce qu'il y a du chômage qu'on peut voir des secteurs se développer. Parce que s'il n'y a pas de chômeurs et que vous voulez vous développer, vous ne pouvez pas trouver de personnes. Et aujourd'hui, on a des gens qui disent qu'ils ont du mal à recruter. Vous avez entendu ça partout. Alors qu'on a quand même encore beaucoup de chômeurs. Donc en fait, il faudrait qu'ils payent mieux les gens et puis qu'ils améliorent les conditions de travail et bien sûr, ils trouvent à recruter. Mais le jour où on sera à 2% de chômage, les gens qui diront qu'ils ne trouvent pas de personnes à recruter, là, ils n'auront peut-être pas complètement tort. Parce que quand les gens, quand il n'y a pas de personnes à recruter, quand vous faites une offre d'emploi et qu'il n'y a personne qui vient, là, vous êtes quand même un peu embêté. Et c'est pas parce que s'il n'y a pas de chômeurs, c'est ça qui va se passer. Bref, cette question de la garantie publique d'emploi, concrètement, elle pose plein de questions. Alors, d'autres choses, que faire si on a de l'inflation et du chômage? Et d'ailleurs, regardez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La MMT n'a pas du tout prévu le cas de figure. Or, c'est déjà arrivé dans les années 70, et ça arrive à la fin des années 70, au début des années 80, on avait beaucoup de chômeurs en France, et on avait une forte inflation. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On a une inflation à 6-7% en France, et on ne peut pas dire qu'on soit en plein emploi. Donc là, comment on fait? La MMT, elle dit il faut recruter quand l'inflation est faible. Oui, mais l'inflation est forte. Il faut arriver à recruter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chômeurs. Oui, mais là, il y en a plein de chômeurs. Donc comment fait-on? Il n'y a pas de réponse. Alors, vous voyez, c'est pour ça que c'est une théorie qui était très populaire à la fin des années 2010, mais qui, depuis le retour de l'inflation, pose question. Alors, un exemple aussi, c'est que, et je vais d'ailleurs terminer par ça, le problème de la MMT, c'est qu'elle pose deux principes. L'un qui ne pose pas de problème. La monnaie n'est plus indexée sur l'or, on est d'accord, on peut créer autant de monnaie qu'on veut, sur le papier c'est vrai. Mais elle pose aussi une autre question, qui est il faut que l'État soit souverain monétairement. Qu'est-ce que ça veut dire un État souverain monétairement? Alors on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire un État qui peut créer souverainement la monnaie qu'il veut. Et on comprend que si l'État peut créer souverainement la monnaie qu'il veut, forcément il n'y a plus de problème de financement. Mais il existe des cas où l'État n'est pas souverain monétairement. Alors il n'est pas souverain monétairement déjà quand il est dans une zone monétaire avec d'autres États. C'est le cas de la France qui est dans la membre de la zone euro. Là il y a un problème parce que les besoins en termes de financement de la fonction publique française par exemple ne peuvent pas être payés par les Allemands
on partage une même monnaie, donc là, ça pose la question. C'est-à-dire que, où est-ce qu'on va créer des emplois publics? Est-ce qu'ils vont les créer en France, en Allemagne, en Italie, en Portugal, ailleurs? Donc là, il y a un problème, alors qui pourrait être résolu par le fait de créer des fonctionnaires européens, par exemple. On retrouverait une forme de souveraineté monétaire. Mais bon, ça veut dire aussi d'avoir une politique démocratique européenne, acceptée partout. Enfin, c'est des choses qui ne sont même pas si simples. Mais en fait, il y a une autre condition. La souveraineté monétaire, c'est aussi la capacité à faire accepter sa monnaie à ses partenaires d'échange. Et ça, c'est pas si simple. Vous voyez, le problème, c'est qu'une économie aujourd'hui, ça ne fonctionne pas en vase clos. Une économie, même les États-Unis, ont besoin d'importer de la part d'autres pays des matières premières, des produits finis qui sont produits ailleurs. Or, comment on paye ces produits? On paye en émettant de la dette ou en échangeant, mais c'est toujours payé par de la monnaie ou par des actifs financiers qu'on possède, par des promesses de payer. Et là se pose la question de savoir, mais si votre monnaie, plus personne n'en veut, comment vous allez faire pour payer vos importations? Alors bien sûr, si on a une balance commerciale équilibrée, j'ai envie de dire, on paye en réel en quelque sorte. On fait en sorte d'acheter des produits à un pays et puis on vend à l'autre, à ce pays, le même pays, des produits d'une valeur similaire. Là, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il y a quand même la moitié des pays qui sont en déficit commercial. Et la moitié des pays qui sont en excédent commercial, hein, forcément. Hein. Dans un monde fermé, enfin, à l'échelle du monde, vous avez autant de pays en excédent commercial que de pays en déficit commercial. Si vous êtes en déficit commercial, alors vous payez en titres financiers. Et ces titres financiers, bien sûr, ils sont libellés dans votre monnaie. Et si vos partenaires commerciaux ne veulent pas de votre monnaie, eh bien en fait, vous avez un problème. Vous ne pouvez plus acheter ce qui vous est nécessaire à votre économie. Et donc être souverain monétairement, ça ne veut pas simplement dire je crée la monnaie quand j'ai envie. Ça veut aussi dire je dois compter sur le problème de la balance extérieure. C'est-à-dire je dois être capable de trouver des gens, si je suis en déficit commercial, qui acceptent ma monnaie ou mes titres financiers libellés en ma monnaie en guise de paiement. Et ça, c'est pas du tout évident. Et c'est tellement pas évident qu'on a déjà connu des pays qui ont connu des crises financières. Par exemple, le Royaume-Uni, en 1976, a dû faire appel au FMI, parce que le Royaume-Uni, c'est quand même pas une petite économie, c'est pas un pays en voie de développement. Hein. C'est la City. Et à l'époque, c'était quand même une économie importante. Mais les partenaires commerciaux du Royaume-Uni ne voulaient plus des titres financiers, ils ne voulaient plus de la livre sterling. Ils n'avaient plus confiance en la livre sterling. Et donc le Royaume-Uni ne pouvait plus payer ses importations. Et c'est ça la crise de 1976. Et du coup, pour ça, il a dû demander un prêt au Fonds monétaire international. C'était le premier pays développé à être mis sous ajustement structurel du FMI, par le FMI. Et ça a été une grave crise. D'ailleurs, c'est ça qui a entraîné ensuite l'émergence et l'élection de Margaret Thatcher 3 ans plus tard. C'est la faillite des travaillistes qui n'arrivaient pas à régler ces problèmes financiers. Donc le Royaume-Uni, finalement, il n'était pas souverain monétairement, en fait, en 1976. Et donc il ne pouvait pas mener cette politique de la MMT. Et en fait, si on réfléchit, il n'y a pas beaucoup de pays souverains monétairement. Les pays européens, si on devait retrouver chacun notre monnaie, par exemple, on démantèle l'euro, la France retrouve le franc, l'Allemagne le Deutschmark, etc. Est-ce qu'on serait pour autant souverain monétairement? Eh bien, ce n'est pas du tout évident. Et encore. Pourquoi? Parce que tous les pays européens sont des économies très ouvertes. En France, par exemple, le taux d'ouverture de l'économie, c'est 30%. Plus de 30%. Ça veut dire que 30% du PIB est échangé avec d'autres pays. Ça veut dire que si les autres pays n'ont pas confiance en notre monnaie, eh bien, ils arrêtent de nous exporter des biens, et du coup, toute la chaîne de production s'arrête. C'est-à-dire que si on ne peut pas importer le composant qu'on a besoin pour intégrer dans notre industrie, eh bien, on ne peut plus rien produire. Souvenez-vous, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid, où il y a eu des ruptures d'approvisionnement, et donc on se retrouvait, vous vous souvenez, au tout début du Covid, il y avait de la farine, mais il n'y avait plus de sachets pour mettre de la farine dedans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. On produit de la farine en France, on n'a aucun problème. On produit du blé, on moule le blé, on a de la farine. Mais on n'avait plus de sacs pour conditionner la farine. Et donc,
Vous avez peut-être oublié, mais je vous invite à regarder sur Internet, vous verrez, parce que c'était en mars 2020. Bon, il se passait tellement de choses qu'on avait forcément oublié les petits détails, mars ou avril, fin 2020, je ne sais plus, dans cette période-là, au printemps 2020, au moment du premier confinement, eh bien, il y avait des pénuries de farine, et les gens nous expliquaient que la pénurie de farine, c'est pas la farine, c'est le papier, enfin les sacs dans lesquels on met la farine qui manquait. Parce que ça, c'était importé. Et qu'on n'arrivait plus à les produire, parce que les importations, c'est devenu très difficile. Bon, je ne parle même pas des masques, hein, où là, on les a importés de Chine en masse. Je parle juste d'un produit de base dont on pense qu'on n'en manque pas. Ben si, en fait, il y a plein de trucs. Si on ne peut pas les acheter à l'étranger, on ne peut pas produire une usine immédiatement qui va produire les systèmes de conditionnement de la farine. Bon, ça, c'est qu'un exemple. Donc, en fait, si on démantelait l'euro, la France ne serait pas souveraine monétairement. Parce qu'elle est trop dépendante des importations. En fait, pour être souverain monétairement, ben, il faut avoir un taux d'ouverture de son économie assez faible. Il faut être capable à tout moment de substituer des importations aux exportations. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'échanger. C'est juste que si jamais nos partenaires commerciaux n'acceptent plus de notre propre monnaie, eh bien, il faut qu'on ait une solution de rechange. Et ça, c'est compliqué. Alors surtout, on n'a pas de pétrole en France, on n'a pas de mines de fer. Voilà, il y a plein de choses dont on manque. Oui. C'est combien le taux minimum? Alors, quel est le taux minimum pour être souverain monétairement? Je n'en sais rien. Il faudrait faire des calculs. Mais à mon avis, il faut... Alors, ça dépend. En fait, on ne peut pas raisonner juste globalement, parce que ça dépend de ce qu'on importe aussi. C'est-à-dire que si on importe des choses qu'on peut soi-même produire, il n'y a pas tellement de problèmes. Mais si on importe des choses qu'on ne peut pas soi-même produire... Alors après, bien sûr, si on exporte des choses que les gens qui nous importent veulent, il n'y aura pas de problème. Tout le problème, c'est quand on arrive en déficit commercial. Donc un pays qui est en excédent commercial, a priori, il n'a pas trop de problèmes pour se financer. Mais le problème, c'est que l'excédent commercial, il peut d'une année sur l'autre changer, évoluer. Et voilà, donc sa capacité, parce que le problème, c'est quand on émet de la monnaie, on augmente, quand on crée de la monnaie, on augmente les revenus des gens, et si on augmente les revenus des gens, ils vont acheter. Mais souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y a un problème d'inflation, mais ça c'est quand on raisonne en économie fermée. Mais s'ils peuvent, on est en économie ouverte, ils vont acheter à l'étranger. Et c'est là que la valeur de la monnaie peut diminuer, parce que du coup ça fait augmenter les importations, et notre balance commerciale qui est excédentaire, tout d'un coup elle devient déficitaire. C'est-à-dire que ce mécanisme décrit par la MMT, il est valable en économie fermée, en économie ouverte, il est beaucoup moins valable. D'où le fait qu'il faut avoir un taux de fermeture, enfin un taux d'ouverture faible, pour que la MMT fonctionne. Et ça, malheureusement, Stephanie Kelton ne le dit jamais. Et les conditions de la souveraineté, elle ne les étudie pas. Elle part du principe que l'économie doit être souveraine monétairement, sans dire ce que ça veut dire concrètement, être souverain monétairement. Et elle part du principe que les États-Unis sont souverains monétairement, mais même ça, c'est même pas sûr. Parce que les États-Unis, même si c'est une économie qui est globalement beaucoup plus fermée que la France, hein, parce que c'est une économie beaucoup plus vaste, surtout ça, hein, le taux d'ouverture, ça dépend aussi de la taille de l'économie. Plus on est gros, moins on a besoin d'acheter à l'étranger. On a des matières premières, on a toute une industrie diversifiée aux États-Unis, donc ils ont moins besoin de l'étranger. Encore qu'il y a beaucoup de choses qu'ils importent, comme les smartphones ou l'électronique, des choses comme ça. Mais imaginons même que les États-Unis soient souverains monétairement, eh bien, ce n'est pas tout à fait certain qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils soient réellement souverains monétairement. Parce que, on l'a vu, si les coûts des importations augmentent de certains produits qu'ils ne produisent pas, alors leur balance commerciale va être déficitaire. Même si tout le monde est encore d'accord pour avoir des dollars, il peut tout à fait se passer des problèmes, par exemple, où c'est arrivé, l'inflation augmente et le chômage augmente. Et la MMT, elle est incapable de... Alors pourquoi l'inflation augmente? Parce que le coût des importations augmente, par exemple. C'est ce qui s'est passé dans les années 70. Hein. Le coût des matières premières et de l'énergie, du pétrole a beaucoup augmenté. Les États-Unis se sont trouvés dans une situation où les politiques traditionnelles ne fonctionnaient plus. Bref, il n'est même pas certain que pour les États-Unis, la MMT puisse vraiment fonctionner. Parce qu'ils ont aussi des besoins d'importation de certaines matières premières ou de certains produits finis, et que si jamais on mettait en place cette politique qui consiste à dire créons la monnaie dès qu'on veut dépenser quelque chose, eh bien si ça se trouve, on aurait un problème d'approvisionnement, de confiance dans notre propre monnaie. Le dollar, certes, c'est la monnaie de référence pour le commerce international. Il n'y a pas de limite au fait que les gens veulent de la monnaie, du dollar. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité, les Américains, contrairement à tous les autres pays, d'exporter leur monnaie où ils veulent. Mais la valeur du dollar, elle, fluctue.
Et on a vu que parfois le dollar a baissé dans l'histoire, et que quand le dollar baisse, eh bien on a moins les moyens d'acheter à d'autres. Et voilà, et donc même les Américains, qui contrôlent la monnaie la plus puissante au monde, ils ne sont pas complètement souverains, c'est ça que je voulais dire, monétairement. Alors si eux ne sont pas complètement souverains monétairement, qui l'est vraiment? Personne. Vous voyez, donc le problème de la MMT, c'est que... alors, elle ne dit pas des choses idiotes. C'est une vraie, enfin, je ne sais pas une théorie, mais on a bien renversé le monétarisme, on a bien montré des choses qui sont très intéressantes sur le fait que la sphère non marchande pouvait absorber les ressources non utilisées par la sphère marchande, notamment les chômeurs, et tout ça est parfaitement vrai. On a sans doute plus de capacité d'action de l'État que ce qu'on dit. Le déficit est sans doute beaucoup moins important, le déficit public est sans doute beaucoup moins important que ce qu'on dit. La dette publique est sans doute pas si grave. D'ailleurs, on le voit parce que la dette publique n'a cessé d'augmenter et finalement les économies ne sont pas écroulées. Donc il y a plein de choses vraies qui sont dites par la MMT. En même temps, ce n'est pas une solution magique. Alors, c'est un peu ça, avant de venir à ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu ça que je voulais conclure sur les approches alternatives de la monnaie, c'est que les limites de ces approches alternatives, c'est que la monnaie, ce n'est pas toute l'économie, ce n'est qu'un instrument. Comprendre la monnaie, jouer sur la monnaie, c'est bien, mais en fait, l'économie, c'est bien plus vaste que simplement les questions monétaires. Par exemple, eh bien, les questions d'équilibre commerciaux vis-à-vis du reste du monde sont des questions qu'on ne peut pas limiter à la question monétaire. La question de comment on fait pour réduire les inégalités, quelles conséquences peut avoir le choix de certains investissements par rapport à d'autres, ça, ce n'est pas des questions qui peuvent être résolues par simplement j'apporte de l'argent aux gens. L'économie, c'est plus vaste que la seule question monétaire. L'une des raisons pour lesquelles le monétarisme s'est imposé, même si le monétarisme, nous sommes d'accord, et je pense qu'on peut le dire maintenant, c'est une théorie qui ne fonctionne plus. Je vais y venir. Donc c'est une théorie qui est dépassée, en fait. Donc on se dit, tiens, supprimons le monétarisme et faisons la MMT. Ah la MMT, c'est génial, l'État peut tout faire. Alors que dans le monétarisme, je vous rappelle, l'État ne peut rien faire. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que le monétarisme, c'est une doctrine qui est englobée dans une doctrine plus large, qui est le néolibéralisme. Et le néolibéralisme, eh bien, il a sa cohérence. C'est-à-dire que, par exemple, j'en ai déjà parlé, mais je peux le redire, c'est un peu l'objet de mon bouquin. Je reviendrai sur ce que j'ai dit dans le bouquin que je n'ai pas dit à la fin, dans cette série de conférences, pour que vous ayez aussi un aperçu de la manière dont j'ai organisé cette série de conférences. Mais le néolibéralisme, donc, c'est une théorie, une doctrine qui dit que pour calculer la valeur des choses, il faut passer par le marché. C'est-à-dire que c'est une théorie qui met le marché au cœur de la quantification de la valeur. Et quand on est néolibéral, on comprend qu'il ne faut pas jouer avec la valeur de la monnaie. Parce que la monnaie, c'est l'étalon qui permet de mesurer la valeur. Et donc les monétaristes, ils sont cohérents avec la pensée néolibérale. C'est ça qui fait sa force, en fait. La force d'une doctrine, c'est pas toujours si elle est vraie ou pas. La force d'une doctrine, c'est qu'elle s'intègre dans un système institutionnel plus large avec laquelle elle est cohérente. Ce système institutionnel, c'est cette vision selon laquelle le marché doit quantifier la valeur. Maintenant, abandonnons le monétarisme et reprenons la MMT. Qu'est-ce qu'elle dit sur la quantification de la valeur? Eh bien, elle ne dit rien, parce que ce n'est pas son but. Comment peut-on intégrer la MMT dans une théorie globale qui dit que c'est les marchés qui déterminent la valeur? Eh bien, ça ne marche plus du tout. Vous voyez, en quelque sorte, le monétarisme, c'est un engrenage dans une machine plus grande qui est le néolibéralisme. L'engrenage dysfonctionne. Vous l'enlevez et vous le remplacez par un autre engrenage qui fonctionne mieux. Mais cet autre engrenage, vous l'avez créé sans penser à la machine entière. Ça n'a pas mieux marché. Vous ne pouvez pas changer l'engrenage sans penser la reconfiguration complète de la machine. Et malheureusement, c'est un peu trop ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on veut changer la monnaie sans changer le marché ou les institutions telles qu'elles fonctionnent dans l'économie. On veut changer la monnaie, mais on ne se pose pas la question du commerce international, de la mondialisation néolibérale, des rapports de force institutionnels, de plein de choses qui sont au cœur de l'activité économique, du capitalisme même, on pourrait dire en sens général du terme. Et donc ça ne marche pas. La MMT ne pourrait être mise en œuvre que si l'ensemble de la machine changeait.
C'est-à-dire si on réfléchissait sur le rôle de l'État, sur comment on fait pour faire un calcul économique de la valeur qui ne soit pas fondé sur le marché, mais donc sur quoi le fonder alors? Si on limite le pouvoir du marché en tant que système de quantification de la valeur, il faut bien remplacer par un autre système qui quantifie la valeur. Et lequel? Vous voyez, toutes ces questions, la MMT n'y répond pas. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que la réflexion profonde à laquelle la MMT et l'ensemble des théories hétérodoxes que j'ai données répond que partiellement, c'est quel doit être le rôle économique de l'État en général. Ici, on a bien la MMT qui voit l'État comme un outil de régulation de la sphère marchande, en quelque sorte. Donc ça, c'est vrai, c'est intéressant. Mais quelles sont les limites à son intervention? C'est pas très clair. Et est-ce que ces interventions doivent aller au-delà de ça? Ça aussi, c'est pas non plus très clair. Alors, la place de l'État et du marché dans l'organisation économique, c'est une grande question. Et à mon avis, c'est la question centrale qu'il faut commencer à poser. Alors, je ne vais pas la poser malheureusement, je l'ai fait un peu dans le livre, mais je voudrais aborder, dans la demi-heure qui nous reste, l'actualité économique et ce qui se passe aujourd'hui en termes de politique monétaire. Donc je vais terminer sur ça et je reviendrai à la fin sur les éléments en plus que je n'ai pas pu aborder, si ça vous intéresse. Alors, vous avez compris que depuis 2021, beaucoup de choses ont changé. Après la crise Covid, quand on a commencé à trouver des vaccins et qu'on a qu'on a allégé puis supprimé les confinements, alors en anglais on appelle ça les lockdowns, l'enfermement, on ferme les choses. Alors qu'est-ce qu'on fermait? On fermait les commerces, les lieux de vie, c'est ça qu'on faisait. Dans la plupart des pays, on n'empêchait pas les gens de sortir de chez eux. Mais on supprimait tout intérêt de sortir de chez soi parce qu'on fermait tout. Voilà, mais en fait, ça revenait un peu au même. On avait quand même, non pas des confinements, mais des fermetures. Voilà, des fermetures administratives de tout un ensemble de commerces. Bon, quand il y a eu ces fermetures, eh bien sûr, on a voulu compenser, l'État a compensé en donnant des subventions aux entreprises qui étaient fermées administrativement, en donnant un peu aux gens de l'argent pour éviter qu'ils se retrouvent sans rien. Et puis quand on a supprimé, donc on a réouvert l'économie, on l'a réouvert partout en même temps et ça a créé, mécaniquement j'ai envie de dire, une demande qui tout d'un coup qui s'est propagée dans la sphère marchande. Les gens ont commencé à vouloir dépenser l'argent qu'ils n'avaient pas pu dépenser pendant les périodes de confinement. Alors, tout le monde n'était pas égal, il y a des gens qui ont beaucoup épargné, et puis d'autres qui n'ont pas du tout épargné pendant les périodes de confinement. Mais ceux qui ont beaucoup épargné, ils ont eu envie d'acheter. Et ceux qui ont été licenciés ou qui ont perdu leur emploi à cause des confinements, ils ne sont pas été directement au travail. Donc on s'est retrouvé à un moment où il y a eu une très forte demande, avec une capacité de production qui, elle, était faible. Et c'est ça qui a, au départ, désorganisé l'économie et créé de l'inflation. Tout le monde a commencé à vouloir acheter en même temps, alors que tout le monde n'arrivait pas à produire, et les entreprises n'arrivaient pas à produire. En plus, on a un autre phénomène, qui est la désorganisation des chaînes de production. Parce qu'aujourd'hui, le système économique, il est fondé sur des chaînes de production mondiales. Alors, qu'est-ce que j'appelle une chaîne de production? Je dis, il y a un endroit où on crée les matières premières, un autre endroit où on les transforme, on crée de l'acier, ensuite on va utiliser l'acier pour produire un composant, ensuite on va assembler ces composants. Bon, le problème, c'est qu'on ne fait pas tout ça dans le même pays. Or, vous savez qu'il y a des pays qui n'ont pas beaucoup vacciné, quand même. Par exemple la Chine. Ils ont vacciné, mais avec des vaccins chinois, qui n'étaient pas très efficaces. La Chine, ils ont été en confinement jusqu'au début 2022, enfin jusqu'en 2022, jusqu'à pas très longtemps. Et donc, eux, ils n'ont pas pu reprendre, alors qu'ils étaient un élément essentiel de la chaîne de production. Donc ça veut dire qu'on a voulu reprendre la production en Europe et aux États-Unis, alors qu'en Chine, eux, ils fermaient tout, encore, à certains moments. Et donc, forcément, les composants qu'on voulait assembler, ils n'arrivaient pas. On s'est retrouvé à un problème de puces informatiques au moment où on a voulu reprendre parce que les usines étaient fermées. C'est des énormes exploitations, enfin énormes usines, et on ne les remet pas en route comme ça aussi facilement. Donc ce qui a causé l'inflation, c'est le surcroît de demande au moment du déconfinement, enfin des déconfinements, partout dans le monde en même temps, la désorganisation des chaînes de production. Et puis, quand tout le monde a voulu produire en même temps, tout d'un coup, ça a entraîné une hausse du prix de l'énergie, et ça a contribué à alimenter l'inflation. Souvenez-vous, pendant le premier confinement, tout d'un coup, les prix du pétrole sont devenus négatifs. Est-ce que ça aussi, vous en souvenez? Parce qu'il y avait des pétroliers qui naviguaient, qui ne trouvaient plus d'acheteurs.
Et les gens qui achetaient le pétrole, il fallait qu'ils le stockent, il n'y avait plus de système de stockage. Donc ils étaient prêts à payer des personnes pour récupérer les cargaisons de pétrole de manière à trouver du stock. On a eu des prix du pétrole négatifs pendant quelques temps. Bon, pourquoi? Parce que tous les gens ont arrêté d'utiliser leur voiture et de prendre l'avion. Et donc, on s'est retrouvé avec des stocks de pétrole à ne plus savoir quoi en faire. C'est ça, les prix négatifs. Bon, évidemment, vous comprenez que l'effet inverse s'est produit au moment de la reprise, où là, tout le monde a voulu consommer du pétrole, et du coup, on avait arrêté la production pendant quelques temps. Donc, les prix de l'énergie ont commencé à augmenter. Puis là, vous savez ce qui s'est passé, il y a eu la guerre en Ukraine. Et là aussi, ça a fait augmenter encore les prix du gaz et du pétrole. Et puis, il y avait aussi une indisponibilité de la main-d'œuvre. Parce que dans beaucoup de pays, les confinements ont entraîné des licenciements. En France, on a créé le chômage partiel pour éviter ça, mais tous les gens qui étaient en intérim ou qui étaient en CDD, eux, ils n'ont pas bénéficié du chômage partiel. Et puis aux États-Unis, ils ont licencié directement les gens. Donc quand les entreprises ont voulu recommencer à produire, eh bien, elles ne trouvaient pas les personnels pour produire. Et ça aussi, ça a créé de l'inflation, et ça a créé une désorganisation du système productif. Bref, cette inflation, qui est arrivée en 2021, en réalité, j'ai envie de dire, a été totalement prévisible. Et bon, personne ne l'a prévu, j'aurais dû le faire, hein. J'aurais été célèbre, mais en fait, on n'avait tellement pas l'habitude de l'inflation, et puis on ne savait tellement pas dans quoi on rentrait avec ces confinements, hein, que c'était quand même compliqué de faire une prévision. Alors moi j'ai fait une prévision, j'ai dit qu'il y aurait un choc de faillite des entreprises après le déconfinement. Alors, j'ai pas complètement eu tort, mais enfin j'ai pas non plus complètement eu raison. J'ai pas eu raison parce que le choc de faillite s'est pas produit tout de suite après les déconfinements. Là, il arrive maintenant. Mais comme il est assez étalé, ça va pas faire un énorme choc. Mais là, en ce moment, là, on reprend les faillites d'avant. En fait, moi, c'est très simple. J'avais regardé qu'en 2019, il y avait eu tant de faillites tous les mois, tous les trimestres, il y avait tant de faillites. Et puis tout d'un coup, le nombre de faillites s'est réduit. Forcément, on a mis sous verre, en quelque sorte, les entreprises. On leur a donné des subventions, donc celles qui auraient dû faire faillite, ils n'ont pas fait faillite. On comprend que quand il n'y a pas de faillite pendant des années, enfin pendant des mois, eh bien au moment où on va reprendre, tout d'un coup, les faillites vont apparaître. Mais sauf que comme il y a eu les PGE, donc les prêts garantis par l'État, des apports de trésorerie, des subventions, qui ont été quand même assez largement distribués, finalement les faillites se sont assez étalées. Voilà. Donc on a aujourd'hui retrouvé un niveau de faillite supérieur à ce qu'il était en 2019, mais comme ça s'est étalé, il n'y a pas eu de choc de faillite. Donc vous voyez, à la fois j'avais un peu raison, il y a bien eu les retours des faillites, et en même temps j'avais quand même tort, parce que le choc n'est pas arrivé. Voilà, donc vous voyez, on fait des prévisions, puis on se trompe, c'est normal. Bon, personne n'a prévu, en tout cas, je n'ai pas vu ça, peut-être que les gens ont prévu, qu'il y aurait de l'inflation, une forte inflation à 10% quasiment dans certains pays, au moment de la reprise économique. Pourtant, quand on y réfléchit, ça aurait pu être prévisible, quoi. Parce qu'en fait, c'était logique. Vous voyez, nous les économistes, on est capable de prévoir le passé très bien. Surtout quand il est logique. On a toujours des bonnes théories pour comprendre les choses qui sont déjà passées, et c'est plus compliqué pour l'avenir. Bref. Donc cette situation a complètement changé. Alors quoi? Alors que fait-on quand l'inflation commence à dépasser les 7-8%? Parce que c'est ça qui s'est passé. En France, on n'a pas dépassé les 8, mais dans beaucoup de pays, ils ont dépassé les 8. Alors la première chose qui s'est passée, c'est que les monétaristes sont revenus par la fenêtre, et puis ils ont dit, voyez, il faut faire... D'abord, il faut arrêter les politiques d'assouplissement quantitatif, donc les politiques de rachat des banques centrales. Et ça, on a des gens qui ont parlé dans la presse dès 2021. Donc, en juillet 2021, on a eu Mervyn King, qui est l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui a fait un rapport pour dire qu'il faut sortir de l'addiction au quantitative easing, au rachat d'actifs par la Banque centrale. Ça va augmenter l'inflation, et là, on est en période d'inflation. Alors, en été 2021, ça a commencé à peine, l'inflation, mais voilà, déjà les monétaristes sont sortis à ce moment-là. En mars 2022, on a Larry Summers, donc un économiste très très célèbre, un des plus célèbres des États-Unis, un des plus influents aux États-Unis, qui dit voilà, maintenant il faut remonter les taux d'intérêt, revenir sur les politiques monétaires sérieuses, voilà, type politique monétariste. Alors, les banques centrales n'ont pas fait ça tout de suite. Les banques centrales, elles ont continué en Europe. La BCE a continué à relancer un plan de quantitative easing en décembre 2021, en disant, eh bien, on fera du quantitative easing tant que ce sera nécessaire. C'est le mot qu'elle a employé. Alors qu'on était déjà avec de l'inflation qui commençait largement à dépasser les 2%. En décembre 2021, alors je l'écris dans le livre, en décembre 2021, à l'échelle de la zone euro, on était à 2,8% d'inflation.
Donc aujourd'hui, on serait content d'être à 2,8. C'était juste le début. Mais 2,8%, c'est supérieur à la cible de 2%. Souvenez-vous, les banques centrales, elles sont censées arriver à 2% de taux d'inflation. Or là, on avait calculé une inflation à 2,8, et la BCE dit on continue le quantitative easing. Or, le quantitative easing sert à faire augmenter l'inflation, enfin, d'après les monétaristes. C'est bizarre de dire ça. Bon, vous voyez comme quoi les banques centrales ont été très prudentes dans la restriction monétaire. Même au-dessus de la cible d'inflation, la BCE a continué d'assouplir, d'avoir une politique très accommodante. Et la Réserve fédérale, pareil. Alors, bien sûr, au bout d'un moment, eh bien, la BCE a supprimé le quantitative easing, donc on était en juillet 2022, alors là, l'inflation commençait à être bien plus élevée, et la Réserve fédérale a commencé, elle aussi, à peu près à la même époque, en 2022, à réaugmenter ses taux d'intérêt. Alors, c'est ça le principe. Alors, quand les banques centrales ont commencé à dire qu'elles allaient augmenter le taux d'intérêt, elles ont repris, sans quasiment le changer, le discours monétariste des années 2000. C'est-à-dire, ils ont dit, voilà, l'inflation arrive, mon rôle, c'est de lutter contre l'inflation. Donc, je restreins la politique monétaire en faisant baisser le crédit bancaire. Et pour faire baisser le crédit bancaire, eh bien, il faut augmenter les taux d'intérêt. Alors c'est bien, du coup, tout le monde était content. On était revenu au monde d'avant. Mais le monde d'avant, c'était quoi exactement? Alors, revenons au monde d'avant. À la fin des années 70, comme je vous le disais, l'inflation aux États-Unis et dans la plupart des pays européens dépassait les 10%. Peut-être certains d'entre vous ici s'en souviennent. C'était beaucoup parce que dans les années 50-60, on n'avait pas un taux d'inflation aussi élevé. C'était la conséquence du choc pétrolier, de plein d'autres choses, et puis d'une désorganisation du système productif aussi. On ne savait plus comment lutter contre l'inflation. Et aux États-Unis, Jimmy Carter décide de nommer un nouveau président de la Réserve fédérale, qui s'appelle Paul Volcker. Paul Volcker, c'est un démocrate, mais il est, comme beaucoup de gens à l'époque, très influencé par les idées monétaristes. Les idées monétaristes, à l'époque, sont très en vogue, parce que Hayek a eu le prix Nobel en 1974 et Friedman l'a eu en 1976. Et eux, ils disent, si vous voulez lutter contre l'inflation, il faut restreindre la masse monétaire, et pour restreindre la masse monétaire, il faut augmenter les taux d'intérêt. Donc en 1979, Volcker, tout démocrate qu'il est, il augmente les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation à 10%. À combien il met le taux d'intérêt? Ici, on parle du taux de refinancement bancaire, c'est-à-dire le taux auquel les banques empruntent, pas le taux auquel les ménages empruntent, qui est forcément supérieur au taux auquel les banques empruntent. Est-ce que vous vous souvenez? Eh bien, avec une inflation à 10%, Volcker, il a mis les taux d'intérêt au début de 1980, taux de refinancement bancaire à 20%. Ça, c'est du monétarisme. Du vrai monétarisme pur et dur. C'est-à-dire qu'il a mis les taux d'intérêt à un niveau 2 fois supérieur au niveau d'inflation, pour avoir les taux d'intérêt réels très élevés. Alors là, on restreint bien le crédit bancaire. Alors là, le crédit bancaire, il s'est arrêté complètement. Et d'ailleurs, il y a eu une crise économique. Ah oui, on l'a appelé d'ailleurs la crise Volcker, parce que c'est lui qui a fait la crise. Alors en faisant une crise économique, on réduit les revenus des gens, les gens ils n'achètent plus, ça fait ça, évidemment, ça limite l'inflation. Ça a tellement fait une crise économique que du coup, Carter, il a pas été réélu, et c'est Reagan qui a été réélu. Et qui a renommé Volcker. Après tout, il avait bien servi. Bon, ça c'est du monétarisme. Mais alors, c'est pas du tout ça qu'on a aujourd'hui. Je vous rappelle que nous avons une inflation aujourd'hui aux États-Unis à 6%, et que la Banque centrale américaine a des taux d'intérêt directeurs, donc de taux de refinancement, à 5%. Donc, pas du tout le double des 6% de taux d'inflation. Très très loin de ça. On n'a pas augmenté les taux d'intérêt comme on l'a fait du temps du monétarisme. Alors pourquoi on ne l'a pas fait? Eh bien parce que il s'est passé d'autres choses en 1980, quand Volcker a commencé à mettre les taux d'intérêt à 20%. Vous comprenez bien que quand les taux d'intérêt augmentent, forcément les banques... Alors ça a eu deux effets. Le premier effet, c'est que ça a rendu le dollar, les actifs en dollars, bien plus rémunérés, du coup.
Donc les gens ont commencé à acheter des actifs libellés en dollars. Ça a fait augmenter le cours du dollar. Alors c'est intéressant du point de vue de la désinflation, parce que ça veut dire qu'on achète moins cher ce qu'on importe, et donc ça veut dire que les prix de son importation diminuent, et donc ça permet de lutter contre l'inflation. Mais ça a aussi des conséquences d'exporter l'inflation auprès d'autres pays, parce que les autres pays qui achètent en dollars, eh bien, eux, ça leur coûte très cher, et donc ça fait augmenter les prix dans les autres pays. Donc les autres pays européens, notamment l'Allemagne, a commencé à elle aussi augmenter ses taux d'intérêt, pour soutenir Deutsche Mark, et pour lutter, enfin pour compenser ce qu'a fait Reagan. Ce qu'a fait Volcker, pardon. Reagan, c'est après. D'ailleurs, on a eu cette période-là, le dollar qui était à 10 francs. Alors, là aussi, je parle aux vieux qui se souviennent des francs, dont je fais partie, parce que moi aussi, je me rappelle du dollar à 10 francs, enfin je me rappelle, je l'ai étudié, quoi. Dans les années 80, justement. Puis ensuite, le dollar a beaucoup baissé, à 4 francs. Vous voyez, le dollar, il faisait du yo-yo, et ça dépendait des taux d'intérêt de la Banque centrale et de la rémunération des actifs en dollars. Bon, du coup, les autres pays, ils ont dû tous augmenter les taux d'intérêt, à tel point qu'au début des années 80, le monétarisme, il s'est étendu dans le monde entier. Et ça a entraîné la hausse du dollar. Et la hausse des taux d'intérêt ont entraîné une conséquence au Mexique, et dans les pays d'Amérique latine, et dans quasiment tous les pays en voie de développement. Parce que les pays d'Amérique latine, et le Mexique en particulier, c'est des pays en voie de développement, ils ont besoin de s'équiper en machines, outils, en plein de choses, et ça, c'est pas eux qui le produisent, ils doivent donc les importer. Et pour ça, ils ont dû s'endetter, acheter des machines-outils aux pays occidentaux pour s'endetter, se développer. Et le problème, c'est qu'ils remboursent cette dette en dollars. Ah ben, tout d'un coup, le dollar a doublé. Ah ben, ça veut dire que la dette qu'on a vis-à-vis des banques américaines, eh bien, elle a doublé. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait quand on a une dette trop importante? On essaye de renégocier, on essaye de rallonger, de réemprunter. Ah mais cette fois-ci, on ne va pas emprunter à 5 ou 6%, on emprunte à 20% maintenant. Et encore, c'est plus que ça, parce que les taux d'intérêt, même pour les États, sont supérieurs. Eh bien, on a eu la crise Tequila, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin bref, l'effondrement du Mexique, en fait, face à sa dette. Et donc, quand il y a eu le Mexique qui a fait défaut sur sa dette, eh bien, en fait, plein de pays ont fait défaut aussi, parce qu'ils étaient tous dans une situation similaire. Et le FMI a dû venir en Amérique latine dans les années 80 pour restructurer toutes les économies des pays en voie de développement. Bref, le problème que pose la hausse des taux d'intérêt à ces niveaux-là, à ces niveaux à plus de 20%, c'est que tous les endettés risquent la faillite. Les États, ici, c'était le Mexique, mais ça peut être aussi une entreprise privée qui a besoin de se refinancer, parce que bien sûr, alors soit on a les taux fixes, et dans ce cas-là, on est tranquille. Mais on est tranquille jusqu'à ce qu'on doive rembourser et réemprunter. Parce que le problème, c'est que très souvent, les entreprises, les ménages, ils font rouler leur dette. Alors les ménages, pas trop, mais les entreprises, elles peuvent faire ça. Les États le font systématiquement. C'est-à-dire qu'ils réempruntent à l'échéance de leur premier emprunt. Mais si on a emprunté à 5% et qu'on réemprunte à 20%, là, on est pris à la gorge. Donc, tous ceux qui sont endettés, ils font face à une hausse très brutale des taux d'intérêt. Évidemment, quand on est endetté à taux variable, eh bien, on a immédiatement la charge de la dette qui augmente. Quand on emprunte à taux fixe, il faut attendre l'échéance, mais on finit par y arriver aussi. Et donc, ça crée des faillites et des défauts souverains. Alors, c'est la raison pour laquelle les banques centrales n'ont pas augmenté les taux d'intérêt au niveau de ce que faisait Volcker dans les années 79-80. Elles ne l'ont pas fait parce qu'elles se sont rendues compte que le système financier était beaucoup trop fragile pour supporter une telle hausse des taux d'intérêt. Et pour l'expliquer, je vais vous donner un chiffre. Je vous ai dit, d'ailleurs, je vais vous redonner le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure. Je vous ai dit que depuis la crise Covid, mais même en fait avant, en raison au moment de la crise des subprimes, on avait un taux d'endettement global de l'économie américaine qui était 3,6 le PIB, 3,6 fois le PIB. En 1979, au moment où Volcker augmente très fortement les taux d'intérêt, l'endettement global aux États-Unis, c'était 1,5 fois le PIB. Autrement dit, ce qui s'est passé, la différence entre l'économie d'aujourd'hui
et l'économie des années 80, c'est la hausse spectaculaire de l'endettement de tous les agents économiques. L'État, les banques, les entreprises réelles, les ménages, pour acheter leur appartement. On est aujourd'hui à 3,5 fois le PIB en termes d'endettement global aux États-Unis. Et c'est à peu près pareil en Europe. Et donc, si on se met à faire du Volcker, que va-t-il se passer? Eh bien, ça va être la faillite systémique. Et les banques, elles n'ont plus du tout envie d'avoir une faillite systémique. Elles ont déjà vécu ça, je parle des banques centrales, elles ont déjà vécu ça en 2009, 2008, et elles sont vaccinées contre le risque systémique. Elles savent que risque systémique égale, eh bien, on est obligé de, sauf qui peut, quoi, on est obligé de faire tout pour éviter l'effondrement du système bancaire. Donc, elles ont augmenté leur taux d'intérêt à des niveaux bien plus faibles, progressivement. Contrairement à ce qu'on dit, la politique monétaire aujourd'hui n'est pas restrictive. Elle n'est pas restrictive parce que les taux d'intérêt, les taux de refinancement sont inférieurs aux taux d'inflation, y compris aux États-Unis. Et même, la réalité, c'est que les taux longs aux États-Unis, j'ai regardé ça ce matin, en février, on n'a pas les chiffres pour mars, mais en février, le taux d'intérêt long, donc le taux à 10 ans auquel l'État emprunte, c'est 3,75%. Alors, ça veut dire qu'en fait, avec une inflation en février aussi qui était de 6%, et des taux d'intérêt auxquels l'État emprunte qui sont de 3,75%, on peut tout à fait dire oui, les taux ont augmenté. Ils étaient à 0 il y a quelque temps. Ah oui, à 3,75, c'est plus que 0. Mais l'inflation, elle a encore plus augmenté. Et quand vous empruntez à 10 ans en payant un taux d'intérêt de 3,75% et que sur ces 10 ans, alors c'est pas sûr hein, qu'il y aurait 6% encore pendant 10 ans, mais de fait, si l'inflation est celle-ci, eh bien en fait, vous gagnez de l'argent en empruntant. Vous remboursez une somme qui a moins de valeur. On ne le dit jamais ça. Et le gouvernement ne le dit jamais, et évidemment, c'est pour nous faire comprendre qu'il faut se faire serrer la ceinture. Mais l'État gagne beaucoup avec l'inflation. Parce que qui dit inflation dit hausse des prix, donc hausse des recettes de la TVA. Qui dit inflation dit baisse de la valeur de la dette accumulée par l'État. C'est très bon pour les endettés d'avoir l'inflation. D'ailleurs, si vous avez emprunté pour acheter votre maison, la réalité c'est que vos salaires vont augmenter plus vite que vos traites que vous payez. Parce que si vous empruntez un taux fixe, vous payez toujours la même traite, mais votre revenu augmente. Donc la part dans vos revenus de la traite va diminuer. Donc toute personne, toute entreprise, tout État qui est endetté, il gagne avec l'inflation. Il gagne parce que la dette baisse, les recettes augmentent à cause de l'inflation, parce que les revenus augmentent de tout le monde. Parce qu'il faut bien comprendre que la hausse des prix, c'est la hausse des revenus de ceux qui vendent. Je vous l'avais dit ça, souvenez-vous. Il n'y a pas d'effet hausse des prix, globalement, ça ne change rien sur l'économie. Alors ça change quand on augmente les prix des importations. Quand le prix du pétrole augmente, ça pèse, bien sûr, sur le pouvoir d'achat, sur les revenus de l'ensemble des Français. Mais si on évacue la question de l'inflation importée et qu'on regarde juste l'inflation interne, si les prix augmentent pour tout le monde, ça ne baisse pas le pouvoir d'achat des Français en moyenne, parce que ça augmente les revenus en même proportion que les recettes. Donc l'État, en fait, il n'a pas à craindre l'inflation. Et donc, la hausse des taux d'intérêt, lorsqu'elle est supérieure au niveau d'inflation, eh bien, ça n'est pas un coût pour l'État. Lorsqu'elle est inférieure, excusez-moi, la hausse des taux d'intérêt auquel l'État emprunte, qui est inférieur au taux d'inflation, en fait, l'État gagne à ça. C'est-à-dire que quand vous avez des taux d'intérêt qui sont passés de 0 à 3,75% et un taux d'inflation qui, lui, est passé de 0 à 6%, c'est au final positif pour les finances publiques. Donc méfiez-vous de ceux qui vous disent que les taux d'intérêt augmentent. Et il faut faire des économies, sur les retraites par exemple, parce que s'il ne compare pas avec le taux d'inflation, il vous donne que la moitié de la question. Et si on compare au taux d'inflation, en fait, on devrait dire les taux d'intérêt réels pour l'État, ils sont négatifs. Et donc, il n'y a pas de souci. Alors, c'est pas complètement vrai ce que je vous dis, parce que le taux d'intérêt, aujourd'hui, est décidé pour 10 ans. Quand on emprunte à 10 ans, on va avoir le même taux d'intérêt pendant 10 ans. Et l'inflation de l'année prochaine, on ne la connaît pas encore. Et du coup, se pose une autre question. Je vois qu'il va être l'heure. Mais c'est la question la plus intéressante de tout. C'est pour ça que je vous donne encore 5 minutes de réflexion, d'attention. On comprend bien que cette question des finances publiques est au cœur de toutes les préoccupations.
je vous l'ai dit, le taux d'intérêt de l'État détermine ensuite le taux d'intérêt des ménages quand ils empruntent un bien immobilier, des entreprises lorsqu'elles financent un investissement. Est-ce qu'on peut faire augmenter le taux d'intérêt de l'État à un niveau nettement supérieur à l'inflation alors que tout le monde est endetté? Ce n'est pas sûr. Mais inversement, maintenant que les taux d'intérêt sont à 3-4%, alors je ne vais pas regarder les taux d'intérêt de la France, j'ai juste regardé les États-Unis, donc j'ai vu que c'était à 75%, mais la France doit être à 2,5%, un truc comme ça. Donc moins élevé. Mettons qu'on est aux États-Unis. Les taux d'intérêt à 10 ans sont 3,75%. Le taux d'inflation, il est à 6%. Aujourd'hui, donc, les États-Unis, ils n'ont pas de problème de financement, puisque je l'ai dit, ils gagnent à ça. Maintenant, faisons baisser le taux d'inflation à 2%. Le taux d'intérêt à 3,75%, ça va commencer à coûter cher. Ça va faire un taux d'intérêt réel à 1,75%. Mais faisons l'inflation à 1% ou à 0%, ben là, ça va commencer à coûter très cher pour les États-Unis. Or, je l'ai dit, tous les États sont très endettés. Est-ce que les banques centrales peuvent se permettre d'avoir des taux d'inflation qui diminuent vraiment? Eh bien, c'est pas sûr, ça. Et en fait, est-ce que le discours des banques centrales qui dit il faut baisser l'inflation, est-ce qu'il est sincère? Parce que si on baisse trop l'inflation, c'est pas que l'État qui va être en situation d'insolvabilité. C'est surtout les agents privés, ceux qui ont emprunté pour acheter leur bien immobilier, par exemple. En fait, tous les endettés, ils ont besoin d'une inflation élevée. Alors, bien sûr, une inflation à 10 ou à 8, c'est trop important. Mais moi, ce que je constate, c'est que les banques centrales, elles ont tout fait en sorte pour que le taux d'intérêt de refinancement et le taux d'intérêt long restent toujours au niveau inférieur à l'inflation. Si l'inflation baisse, est-ce qu'elles vont continuer d'augmenter leur taux? Et bien moi, j'en suis plus tout sûr. Parce que le risque financier est trop important. Et là, je viens à ce qui s'est passé dernièrement. La faillite de la Silicon Valley Bank, les difficultés et la quasi-faillite du Crédit Suisse, les difficultés de la Deutsche Bank. D'où viennent ces difficultés? Eh bien, ça vient justement de la politique monétaire. En fait, la politique monétaire, elle a un effet pour les banques, direct. Je vous l'ai dit, les banques, elles ont échangé, elles détiennent dans leur bilan des actifs financiers qui sont en général des prêts qu'elles ont accordés. Alors bien sûr, des prêts aux entreprises, aux ménages, et elles ont aussi des obligations publiques, des prêts à l'État. Tous ces taux d'intérêt, ils ont été fondés sur les taux sans risque de l'État. À un moment où les prix des obligations étaient très élevés. Elles ont dû racheter des créances qui sont indexées sur les obligations. Alors, pour le dire simplement, elles ont prêté à des taux d'intérêt qui, à l'époque, étaient faibles. Or, vous vous souvenez que quand les taux d'intérêt augmentent sur les obligations publiques, ça signifie que la valeur des obligations baisse. Et inversement. Alors, je vous rappelle, je vous ai dit de me faire confiance parce que je ne voulais pas le démontrer, mais on a une relation inverse entre les taux d'intérêt des obligations publiques et la valeur de ces obligations. Quand les taux d'intérêt baissent, la valeur des obligations augmente, et quand les taux d'intérêt augmentent, la valeur des obligations baisse. Mais en fait, c'est vrai pour tous les crédits, les titres obligataires qu'on possède, y compris les entreprises, et globalement de toutes les créances. Quand vous avez prêté à l'époque où les taux d'intérêt étaient faibles, vous avez donc des valeurs des obligations qui étaient élevées. Et puis tout d'un coup, les banques centrales commencent à augmenter leurs taux. Alors mécaniquement, ça fait baisser la valeur de vos actifs financiers. C'est-à-dire que dans la comptabilité, vous subissez des pertes. Alors ces pertes, elles sont pour l'instant que potentielles, parce qu'elles sont réalisées quand vous vendez l'obligation. Mais souvenez-vous, avec le principe de comptabilité juste, au marché, au prix de marché, eh bien, quand vous vous retrouvez avec des obligations en stock dans vos comptes qui ont perdu 10% de leur valeur, et que vous en avez beaucoup d'obligations, ça fait que vos actifs perdent en valeur. Et c'est en fait exactement ce qui s'est passé pour la Silicon Valley Bank. C'est-à-dire qu'elle possédait beaucoup en actifs, beaucoup d'obligations publiques, et avec la hausse des taux d'intérêt, ça a fait baisser la valeur des obligations. Et ça pèse dans le bilan des banques.
Alors bien sûr, les taux d'intérêt, ils ont aussi un effet positif pour les banques. Parce que les banques, quand elles prêtent plus cher, à taux d'intérêt plus élevé, elles gagnent plus d'argent. Mais il y a un problème de temporalité dans cette histoire. Puisqu'il faut comprendre que la banque, c'est un stock et des flux. C'est-à-dire que quand les taux d'intérêt baissent, les stocks, c'est-à-dire les prêts qu'elles ont accordés les années précédentes, perdent en valeur. Donc elle fait des pertes. En même temps, quand les taux d'intérêt augmentent, les flux augmentent en valeur, puisqu'elles vont pouvoir prêter à des prix plus élevés. Mais vous voyez le souci. Si on augmente trop vite les taux d'intérêt, la perte des stocks va être plus rapide que les gains liés au flux, des nouveaux crédits qu'on va accorder à des taux plus chers. Et là se pose un problème de solvabilité des banques. Et donc qu'est-ce qu'elles font les banques centrales quand elles voient qu'il y a des banques qui commencent à faire faillite? Elles vont arrêter d'augmenter leurs taux. Alors peut-être pas immédiatement, mais elles vont être un peu plus mesurées dans les hausses des taux. Parce que ça veut dire que le système est en train de craquer. Donc, moi, ce dont je suis certain, alors maintenant je termine là-dessus. Non, excusez-moi, je vais dire une autre chose avant. Ce que je viens de vous raconter, c'est ce que les banquiers centraux disent. En gros, ils disent une chose. D'abord, ils sont attachés quand même à la théorie monétariste, à la doctrine. Ils sont attachés. Ils disent, bon, l'inflation est de retour, il faut diminuer, il faut éviter la surchauffe, il faut diminuer la demande, il faut diminuer la création monétaire, il faut diminuer le crédit bancaire, donc on va pratiquer une politique restrictive. Et ça, ils sont très contents de pouvoir faire ça parce que, on va dire, c'est ce qu'ils ont appris en cours, c'est la doxa. Voilà. Ils veulent le faire. En même temps, ils ont aussi appris autre chose en 2008, c'est que parfois, il y a des crises systémiques et on est obligé de venir à la rescousse des banques pour éviter que tout s'effondre. Donc, ils ont cherché un compromis entre la doctrine et la situation réelle d'endettement, de surendettement de tous les agents économiques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté les taux, mais en faisant un peu attention. Il y a une autre manière d'appréhender les choses, qui n'a pas été celle des banquiers centraux, qui est de dire, mais en fait, pourquoi est-ce que vous augmentez les taux d'intérêt? Parce que cette inflation qu'on connaît, elle n'a rien à voir avec la création monétaire. Elle a à voir avec la reprise post-Covid, avec la hausse du coût de l'énergie, avec la désorganisation des chaînes de production. Vous voyez bien qu'il y a des chômeurs, vous voyez bien que les gens ne sont pas trop riches, et que ce n'est pas à cause d'une surchauffe qu'il y a de l'inflation. C'est à cause des difficultés qu'a le système productif à pouvoir produire suffisamment de richesses pour les achats des gens. Donc, il faudrait avoir des taux d'intérêt faibles. Pourquoi? Pour accompagner les entreprises dans la reprise, pour permettre aux investissements dans l'offre. Augmenter l'offre, et puis vous allez voir, l'inflation va baisser. Les hétérodoxes, ils ont une approche très proche, en fait finalement plus proche de la MMT en quelque sorte. Ils disent que l'inflation n'est pas d'origine monétaire, l'inflation c'est simplement la conséquence d'une désorganisation de l'offre. Et donc augmenter les taux d'intérêt, ça ne sert à rien. Ils n'ont pas complètement tort. Et donc maintenant la question qui se pose c'est dans quelle situation sommes-nous? Eh bien la réalité c'est que les banques, elles ont beau avoir un discours monétariste, elles ne mènent pas une politique monétariste. Elles ne mettent pas les taux d'intérêt à 15 ou 16%, ce qui devrait être la réponse d'un monétariste au niveau d'inflation. Donc ce qu'elles essaient de faire, c'est finalement, c'est d'accompagner la reprise de l'inflation en diminuant l'écart entre l'inflation et les taux d'intérêt nominaux pour maintenir finalement des taux d'intérêt réels négatifs, parce que quand vous prêtez à 5%, mais que l'inflation est à 7, ou à 4 et que l'inflation est à 6, c'est plutôt ça comme ça qu'on est, vous avez un taux d'intérêt réel négatif, c'est-à-dire qu'en fait, vous prêtez à un taux très faible. Et puis, plus fondamentalement, et c'est ça que je voulais dire pour conclure, les banques centrales n'ont pas totalement abandonné l'idée qu'elles vont devoir peut-être à nouveau recourir à des politiques d'assouplissement quantitatif, de quantitative easing. Et pour vous le prouver, eh bien, je vous invite à lire la note qu'a publiée Patrick Artus. Est-ce que vous connaissez Patrick Artus? C'est un économiste de banque, chef économiste de Natixis, qui publie régulièrement des flash infos sur la situation des banques, du système bancaire. Et dans sa publication de cette semaine, il a dit la chose suivante. Il est possible que les banques centrales continuent d'avoir des taux d'intérêt
élevés pour éviter la surchauffe. Bon, il a ce petit côté monétariste, banquier, normal. Donc, ça évite aussi trop de crédits bancaires à court terme, d'avoir des taux d'intérêt élevés. Ça pousse les banques à éviter de trop prêter de l'argent. Mais d'un autre côté, le même Patricius dit, par contre, il y a un souci avec l'investissement et avec la capacité de financement des États. Il faut quand même maintenir les taux d'intérêt longs, cette fois-ci, à un niveau faible. C'est-à-dire faire en sorte que les États puissent emprunter sans trop, avec un coût faible. Et donc Patricius dit la chose qui paraît absolument hallucinante, et très hétérodoxe, y compris chez les hétérodoxes, c'est de dire maintenons les taux d'intérêt courts hauts et faisons du quantitative easing, c'est-à-dire continuons le politique de rachat des obligations publiques par la Banque centrale pour baisser les taux longs, quitte à ce qu'ils soient nettement inférieurs aux taux d'intérêt courts. Ça permettra aux États de trouver un financement et ça sécurisera les entreprises et les ménages quand ils vont investir à long terme. Et il dit, il est tout à fait possible qu'on maintienne les politiques hétérodoxes, donc non conventionnelles, de rachat d'actifs par les banques centrales, et en même temps qu'on fasse du monétarisme au niveau des taux à court terme. Bon. Alors vous voyez qu'on est dans une situation qui défie tous les modèles économiques et toutes les théories. Alors, conclusion. Parions sur l'avenir. Faisons une prévision, c'est filmé. Ma prévision, c'est que l'inflation ne va pas baisser très fortement. Elle va baisser, mais elle ne va pas baisser à moins de 2%. On ne peut pas se permettre d'avoir une inflation inférieure à 2%. Avec les taux d'intérêt nominaux qui maintenant sont supérieurs à 2%, avec le fait que ça fait 15 ans que nos systèmes économiques sont fondés sur des taux d'intérêt quasiment égal à zéro, basculer dans un régime de taux d'intérêt positif, ça devient très compliqué. Et donc, le premier pari que je fais, c'est que l'inflation ne va pas diminuer dans les prochaines années. Alors, excusez-moi, ne va pas diminuer jusqu'à 2%, parce qu'elle va diminuer forcément. On est à 6, à mon avis, on va arriver à 5, 4, peut-être 3, mais en dessous de 3, ça va commencer à être difficile de diminuer l'inflation à nouveau. Ça risque d'entraîner de trop nombreuses faillites. Deuxième pari, c'est que les taux d'intérêt à court terme ne vont pas beaucoup augmenter. Et même, il est possible qu'ils diminuent si l'inflation commence à diminuer. C'est-à-dire que l'écart entre les taux d'intérêt de refinancement et l'inflation va rester dans la fourchette -1 + 1. C'est-à-dire qu'on ne va jamais avoir un écart comme on a eu du temps de Vauclair avec 20% de taux d'intérêt et puis 10% d'inflation. C'est-à-dire un écart de +10. On va, plus certainement, d'ailleurs, les banques centrales vont sans doute plutôt chercher à avoir des taux d'intérêt légèrement négatifs, plutôt que positifs. Alors après, je dis ça, et en même temps, c'est pas simple, parce qu'en Europe, par exemple, les taux d'inflation sont très différents d'un pays à l'autre. Donc, avoir une politique monétaire unique avec des taux d'inflation très différents, c'est pas simple à gérer du tout. Même aux États-Unis, l'inflation n'est pas la même dans différents États américains. Mais globalement, deuxième prévision, première prévision, l'inflation ne va pas baisser en dessous de 2% avant plusieurs années. Et je ne sais pas quand, mais ça, très long. Et deuxièmement, les taux d'intérêt resteront autour du niveau d'inflation, voire légèrement inférieurs à l'inflation, ce qui veut dire qu'il est très possible que dans un an, on verra, si l'inflation s'est réduite à 3%, eh bien, le taux d'intérêt soit à 2. Voilà, c'est-à-dire qu'il soit plus faible qu'aujourd'hui. Voilà. Continuez de acheter des maisons, faites en sorte de dépenser votre argent parce que l'inflation ne va pas baisser. Oui, parce que quand il y a l'inflation, il faut dépenser, parce que ça sera plus cher demain. Donc il faut mieux dépenser aujourd'hui. Voilà, merci pour votre écoute.